Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de l'interview de l'Axel. J'ai le plaisir aujourd'hui non dissimulé de recevoir Sylvain Waserman, président de l'ADEME, que j'ai eu le plaisir de connaître dans une vie il y a bien longtemps, une autre vie dans une galaxie lointaine que les moins de 45 ans ne peuvent pas connaître. Ouais. Très heureux de te retrouver ce matin, Sylvain. Très heureux également, merci de m'accueillir, Laurent. Un vrai plaisir et on a beaucoup de choses à se dire. Donc, président de l'ADEME, alors moi, l'Axel, je répète à chaque fois, l'Association de l'économie numérique, comme ses initiales ne le disent pas, et l'ADEME. Agence de la transition écologique. Comme ses initiales ne le disent pas non plus. Ça nous fait un premier point commun. Absolument. Donc, merci. Je te propose que nous passions directement au cœur du sujet. Le cœur du sujet, ça va être finalement d'échanger sur ta vision de la transition écologique dans l'axe du numérique. Ce qui nous intéresse, nous, à l'Axel, c'est évidemment le numérique, mais quand même, pas que, on est des gens ouverts. Donc d'abord, c'est quoi l'ADEME, en quelques minutes peut-être? Alors l'ADEME, c'est un opérateur de l'État. C'est 1000 personnes, 1000 CDI, 500 qui travaillent sur de la recherche, des ingénieurs, des méthodologies, des thématiques à 360 degrés sur la transition écologique, et 500 sur les territoires qui sont en contact soit avec les entreprises pour les aider dans leur décarbonation, soit avec les collectivités territoriales pour les accompagner dans leur stratégie de transition écologique. Donc si tu veux, l'ADEME, c'est un opérateur de l'État, je le dis parce que c'est important, c'est des moyens publics. Donc c'est quoi, c'est un EPIC, c'est une agence, c'est un EPIC, absolument. C'est un EPIC. Et c'est en fait le bras armé de l'État sur la transition écologique pour transformer des budgets d'argent public. Quand l'État dit j'investis tant sur quelque chose, en tonnes de carbone économisées. Tu vois, c'est-à-dire que en fait, la vocation de l'agence, elle est double. D'une part, c'est éclairer la décision publique, inspirer la décision publique parfois. Donc ça, c'est toute notre expertise. C'est les 500 qui bossent en centrale. C'est le cœur de l'expertise, exactement, qui bossent à Angers, à Sophia Antipolis, parfois dans les régions, un peu essentiellement à Paris. Des études. Qui développent de l'expertise, qui développent des projets d'innovation, qui accompagnent des projets d'innovation, qui développent des méthodologies à disposition après des entreprises. On parlera peut-être des méthodologies comme ACT pour les entreprises, des méthodologies pour les collectivités. Donc c'est vraiment une puissance de réflexion, d'études, de travail d'ingénieurs et de chercheurs sur la transition écologique. Je disais 500 ingénieurs, il y a aussi 150 chercheurs avec des thèses. On a une tutelle du ministère de la Recherche pour cet aspect-là. Donc vraiment, j'ai envie de dire, ce bouillonnement sur la transition écologique d'un point de vue méthodologique, scientifique, ça c'est notre première mission. Et la deuxième, c'est l'accélération de la transition écologique aux côtés des acteurs de terrain qui vivent cette transition écologique. Quel budget l'ADEME? 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros. Quel ministère de tutelle? 4 milliards d'euros avec des budgets incitatifs en propre et avec des budgets qu'on opère, comme France 2030, sur lequel... Tu as un morceau de France 2030 que tu opères. Voilà, exactement. Alors, quels sont tes ministères de tutelle? Alors, 3 ministères de tutelle. Un ministère de l'écologie, bien sûr, ministère important dans notre périmètre, comme tu t'en doutes. Le ministère de l'énergie, qui maintenant est passé à Bercy. Et puis le ministère de la Recherche, notamment pour les 150 chercheurs qu'on encadre et qui enrichissent notre expertise technique. Première action quand tu es arrivé à l'ADEME, c'était quand déjà l'ADEME, c'était que tu es arrivé? Alors, le 14 juillet 2023. Donc, on est au cœur de l'été, on est tranquille, on pense qu'on va partir en vacances. Et moi qui suis content de voir mon pote sur LinkedIn avec un nouveau poste, je vois quelques semaines après une polémique. Une polémique parce que tu as poussé un spot publicitaire bien vu, qui n'était pas juste caché sur une obscure chaîne de télé que ne voient que ceux qui payent pour aller dessus et qui vont sur LinkedIn. Donc vraiment des vrais spots, quoi. Un gros budget, j'imagine, qui en gros nous disait faut consommer moins, quoi. Je veux dire, à un moment, quelle que soit la façon dont on tourne le schmilblick,
On peut essayer de produire de l'électricité plus verte, on peut essayer de verdir un truc, mais enfin, avec 8 milliards de personnes sur la planète et demain, peut-être 20, 30, 50, je ne sais plus quels sont les calculs, si on ne consomme pas moins, de toute façon, ça ne marchera pas. C'est à peu près ça le pitch, non ? C'est à peu près ça. En fait, alors c'est la première décision que j'ai eu à prendre. J'avais le choix entre 2 campagnes, une dont tu ne me parlerais pas aujourd'hui si je l'avais choisie, et puis l'autre, celle des dévendeurs, qui est peut-être la première fois où, de façon très ouverte et avec une certaine dose d'humour, mais en s'adressant à l'intelligence des gens, on a posé la question de la sobriété sur la table. On l'a mis clairement sur la table. On rappelle le spot pour ceux qui ne l'ont pas vu. Au travers de quelques spots. Le premier... c'est important de le dire. Le premier, c'était sur les logiques de réparation. C'est une personne qui arrive en disant « ma machine est en panne, donc je me dis autant la changer, qu'est-ce que vous me conseillez ?» Et le vendeur, il répond « rien en fait. Il y a de la réparation à côté, je vous conseille de la réparer. Pareil, quelqu'un qui arrive pour « j'ai 2 ponceuses, vous me conseillez laquelle ?» En fait, non. Il y a de la location, vous pouvez l'emprunter à votre voisin. Une ponceuse, au passage, c'est 7 minutes d'utilisation par an en moyenne. Donc, je ne sais pas combien tu en as chez toi, mais celle que tu as, elle est utilisée 7 minutes par an. Donc, tu vois, c'est effectivement une réflexion sur ces choses. Exemple, je fais partie de ceux qui l'achètent au magasin de bricolage au printemps en pensant qu'ils vont l'utiliser. Elle est toujours dans la boîte. Ah, d'accord. C'est un très mauvais exemple. Moi, c'est encore pire. Mais bon, mais pas bon. Donc, en fait, tu vois, c'était sur cette sobriété. C'est-à-dire, il vaut mieux un emploi en France qui répare ma machine à laver. Ouais. Qu'un emploi en Chine qui va en reconstruire une nouvelle que je vais racheter et en jetant l'autre. Il y a eu un 4e spot qui était un peu plus polémique et qui a cristallisé la polémique sur le sujet un gars qui arrive au magasin, il a un polo, il a plein de vêtements, il a fait les soldes et il trouve un truc à 60% ou 50% et il se dit tiens, je vais le prendre. Et en fait... le vendeur lui dit mais est-ce que tu en as besoin ? Dit, mais en fait il est très bien votre polo, vous en avez vraiment besoin, etc. Et en fait il repart sans polo en disant ouais bon finalement pourquoi pas. Et donc là effectivement, là on n'était pas sur transférer l'acte d'achat vers de la réparation, vers du réemploi, mais on était sur est-ce qu'on a vraiment besoin ? Est-ce qu'on a vraiment besoin ? C'est-à-dire, est-ce que l'achat, ce problème est multiplié est exponentiel sur la fast fashion, où là, pour le coup, ton t-shirt à 2 € que tu peux acheter, il y a toutes les couleurs, tu peux avoir les 5 couleurs pour 1,50 € de plus. Enfin, tout ça n'a pas de sens en réalité. Et donc là, c'était une interrogation sur l'acte d'achat en lui-même, parce que finalement, j'achète, oui, mais est-ce que j'en ai besoin ? Et si j'en ai besoin, est-ce que je ne peux pas louer ou emprunter ou réparer ? Donc c'était vraiment une interrogation, ces spots, sur l'acte d'achat, sur la consommation, sur la sobriété. Et il n'y a pas de solution de transition écologique sans une réflexion sur l'acte d'achat et sur la sobriété. La surconsommation, c'est évidemment un problème par rapport à la transition écologique. On ne peut pas rester dans des modes où... et même les business models évoluent. C'est important que je te donne un exemple. Les business models évoluent et il faut sortir d'un modèle où création de valeur égale plus de production de produits et plus de vente du même produit. Je te donne un exemple très simple. On a lancé des groupes de travail, des grands groupes français, notamment sur comment on peut repenser les business models pour basculer de la vente de produits unitaires à un engagement de performance. Je te vais te donner un exemple clair sur... on a travaillé avec un opérateur qui fabrique des pesticides. Ce n'est pas un truc que nous, on promeut particulièrement. Mais ils existent. Et en fait, ils existent, ils sont nécessaires pour l'agriculture. Et en fait, ils ont réfléchi à un modèle où, au lieu de vendre des pesticides à un agriculteur, il allait vendre de l'hectare de blé en bonne santé. Résultat, 15 à 20% de diminution de la vente, de diminution d'utilisation du pesticide à l'hectare. Pourquoi ? Parce que ce vendeur de pesticides est extrêmement puissant dans ses algorithmes d'analyse, il arrive à doser exactement la meilleure dose nécessaire, la juste dose nécessaire, et du coup, le produit devient un coût. Quand tu vends de l'hectare de blé en bonne santé, plus tu mets de produits, plus tu perds de marge et de profit. Donc ton produit devient un coût au lieu d'être un chiffre d'affaires. Et donc repenser ce modèle-là, c'est un exemple qui, pour moi, est le plus criant de l'économie, de la fonctionnalité, de la façon de ce que tu veux nous dire, c'est que ce n'est pas forcément de la décroissance économique. Exactement. C'est qu'il faut réussir à décorréler la création de valeur
de toujours plus de ventes, comme tu le décrivais tout à l'heure, et de surconsommation. Donc on n'est pas dans une économie de la décroissance comme peuvent le vouloir à tort ou à raison d'autres théories, mais on est une économie de croissance différente. Absolument, et avec donc plus orienté sur la performance. C'est ce que le monde de l'énergie connaît très bien avec les contrats de performance énergétique, où je ne te vends pas forcément toujours plus d'énergie, je te vends un niveau de confort pour ton bureau, pour un niveau de résultat, un niveau d'engagement de performance. Alors tu me tends une perche qui me permet de revenir au numérique, même si on l'a un petit peu abordé il y a quelques instants. Est-ce que faire du numérique écologique, décarboné, c'est juste se brancher sur une prise nucléaire, quoi? Enfin, parce que alors, non, pas du tout. Là, on a un peu l'impression avec les grands coups de com' ces derniers temps, parce que moi, quand je vois que nos grands amis, membres d'ailleurs, investissent des milliards pour venir se mettre en France, ça va pas être beaucoup de postes, ça va être beaucoup de cartes graphiques achetées à Nvidia, donc c'est des milliards qui vont à Nvidia en fait, qui vont après dans des grands serveurs, qui certes polluent pas beaucoup, ils font de la chaleur, bon, peut-être il faut les mettre à des endroits où il fait frais, mais qui à la fin vont de toute façon consommer de l'énergie. Alors ok, elle est plus verte. Alors, on a quand même mis des terres rares dans des centaines de milliers de cartes. Tout à fait. Alors, la compréhension du phénomène du numérique a changé en 2020 avec un rapport qui a été communiqué en 2022 sur, entre l'ARCEP et l'ADEME sur quelle est l'empreinte du numérique. Parce qu'on entendait tout et n'importe quoi sur le sujet. Donc on a apporté, avec notre rigueur scientifique, avec des travaux scientifiques, des chiffres sur ce que pèse le numérique et ce que pèsera le numérique si on continue en tendance comme aujourd'hui. Alors ça donne quoi? Ça donne qu'aujourd'hui, le numérique, c'est 2,6%, 2,5% des émissions. C'était en 2020 à peu près 17 tonnes de carbone. Donc ça reste raisonnable avec une logique de croissance exponentielle. C'est-à-dire que si on ne fait rien et qu'on continue en tendanciel, on arrive à des poids de la part carbone dans un objectif national qui doit se réduire, qui devient totalement disproportionné, x2 ou x3, en 2030-2050. Donc on a des enjeux... On a des enjeux... Alors, absolument, mais enfin... ce qu'on fait en numérique et qu'on ne faisait plus à cheval ou à papier ou à ce qu'on veut, enfin... Alors, c'est vrai. Ça met d'autant plus de pression, sauf qu'il faut revoir les chiffres en tête. Hein. On est à 400 millions de tonnes aujourd'hui, on doit passer à 270 millions de tonnes en 2030. C'est pas avec une explosion. Je suis désolé, mais je pense que comme beaucoup des gens qui nous regardent, je sais même pas de quelle unité on parle. Alors, 400 millions de tonnes produits par qui? Aujourd'hui, en France, on produit 400 millions de tonnes de carbone. 400 millions de tonnes. On doit passer à 200. Absolument. On doit passer à 270 millions en 2030 pour atteindre la neutralité carbone de 2050. Bon, l'avantage, c'est que nous, on ne sera pas tellement plus nombreux. On n'évolue pas beaucoup. Mais... Et du coup, on a maintenant, et c'est une nouvelle ère de la transition écologique, on a maintenant un objectif, et en tant qu'ancien chef d'entreprise, et c'est dans ta culture aussi, ça change les choses. On a un objectif, on doit faire 130 millions de tonnes en 6 ans. On doit trouver 130 millions de tonnes d'économie en 6 ans. Excuse-moi, quand tu me parles deux choses, quand tu me dis ça, moi je réagis, tu me parles du charbon, je pense que beaucoup de gens ne savent même pas qu'on utilise encore beaucoup de charbon dans nos industries. J'imagine que quand même, quand on passe du charbon à autre chose, l'impact est quand même plus lourd que d'aller juste se brancher. Mais bien sûr. Alors après, le numérique n'est pas celui qui est le moins vert. Quand même. Mais absolument. Donc il y a eu énormément de absolument. Donc il y a eu un travail exceptionnel fait par le secrétariat général de la planification écologique qui a dit quoi? Qui a dit sur ces 400 millions de tonnes, quelle est la structure de consommation il vient d'où ces tonnes de carbone? Et surtout, quels sont les gisements? Et c'est là où on voit par exemple que les 50 sites les plus carbonés de France, c'est 40 millions de tonnes de carbone. Tu prends l'exemple de ceux qui tournent au charbon. C'est 40 millions de tonnes sur les 400 actuels. Après, le numérique aujourd'hui, enfin plutôt en 2020, c'est 17 millions de tonnes. Donc c'est pas rien. C'est pas rien, mais en fait, ce qui est inquiétant, c'est le tendanciel. C'est que si on passe de 17 à 50, on ne va pas atteindre nos objectifs. Mais alors, par contre, juste pour bien comprendre, on ne regarde que le carbone? Alors non. On ne regarde pas que le carbone. Consommer moins de carbone. On ne regarde pas que le carbone. Je fais plein de on regarde aussi la matière. Et en fait, ce qu'a donné l'étude de l'ARCEP et de l'ADEME, elle a donné le poids carbone, mais elle a montré aussi comment se décompose l'empreinte du numérique. Et on a vu, on a chiffré, en analysant les cycles de vie, que 80% de l'empreinte, c'est le hardware. À peu près 15% c'est data center, à peu près 5% c'est les usages. Alors, dans le data center, il y a du hardware. Oui.
Tu parles de autre hardware? Absolument. Je parle de l'ensemble de l'équipement terminal hardware. D'accord. Je ne parle pas du data center. D'accord. Data center, c'est après 15%, 16%. Exactement. On parle de tous nos machins qu'on a dans cette pièce, par exemple. Avec smartphone et télé en numéro 1, en impact. D'accord. Après, une fois qu'on a dit ça, ça donne une feuille de route. Si 80% de l'empreinte, c'est sur le hardware, l'un des enjeux clés, c'est bien sûr d'éviter la multiplication de ces hardware et de travailler sur l'éco-conception. Pour un ancien vendeur de téléphone, c'est sur l'éco-conception, c'est-à-dire sur la durée de vie de ces équipements. Sur la durée de vie de ça. Aujourd'hui, un smartphone, c'est 2,5 ans en moyenne. D'accord. Donc, travailler sur la durée de vie de ces équipements, c'est travailler sur les 80% d'empreinte du numérique. Et restons un peu là-dessus, sur la logique de l'impact, donc des terminaux, du hardware au sens très large, parce que tous nos membres travaillent de près ou de loin avec des terminaux. Par exemple, on fait beaucoup de paiements. On a des terminaux de paiement, on est content d'utiliser des téléphones comme ceci maintenant, tu sais, avec le paiement sur téléphone. Et c'est vrai que ça aide nos entreprises et nos nouveaux business, des fois, un renouvellement du parc, parce que si tout le monde tourne avec un S8, ils ne vont pas pouvoir payer dessus, ils vont pas... Voilà. Donc, comment... Et là, on parle aussi de croissance et de nouveaux métiers, et parfois de nouveaux services qui aident nos concitoyens, quand on peut aller payer un peu partout, alors qu'avant, il fallait... Tiens, par exemple, question idiote. Est-ce qu'on prend en compte quand on dit, on parle du hardware? Ok, super, on va peut-être devoir renouveler le parc de terminaux, mais en même temps, j'ai plus besoin progressivement à terme des terminaux de paiement. Non, mais absolument. C'est exactement 2 points. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne vont pas acheter une télé. C'est absurde pour eux d'acheter une télé. Ouais. Et donc évidemment, l'économie... Mais exactement. Donc l'un des enjeux, c'est de réussir ça. C'est de réussir l'éco-conception, la durée de vie, la convergence. Puisqu'effectivement, un jeune qui va prendre son smartphone, il en a besoin que d'un, il n'a pas besoin de télé quand il s'installe, il n'achètera pas spontanément une télé aujourd'hui. Mais les actions, elles sont plus vers le grand public avec de la com comme tu l'as fait? Alors non, elles sont beaucoup sur l'éco-conception, elles sont beaucoup aussi... By design, donc c'est vraiment by design. Exactement, sur la réparabilité. La réparabilité, c'est quand même un sujet extrêmement important. Sur la durée de vie des équipements. Oui, mais par exemple, tu vois, moi je vois quand j'achète mes équipements, je le vois, c'est un indice de réparabilité. J'imagine ça fait partie de vos travaux de l'avoir mis en avant. Absolument. Avant, ça ne l'était pas. Quand on l'achète. On a même conçu les méthodologies et travaillé sur les méthodologies. Et donc, c'est des méthodologies partagées par tous, c'est-à-dire que quand je vois un indice de réparabilité chez 4 opérateurs télécoms, c'est le même. Tout à fait. C'est vraiment une feuille de route obligatoire unique. Bon, très bien. Donc, je vois cet indice de réparabilité. Je t'avoue, je n'ai pas là-dessus que je base mes achats, mais j'imagine peut-être certains le font. Mais ça ne change pas qu'au moment où un truc m'arrive, c'est en fait... Non, mais ça reste hors de prix d'aller réparer. Parce qu'il casse. Alors, non, par rapport à une durée de vie d'un équipement, non. D'accord. En plus, il y a des aides du gouvernement qui ont été lancées pour refaire un appel d'air sur la réparation, tu sais, les fameuses petites aides à la réparation. Par exemple, chez mes amis opérateurs télécoms, je vois souvent des promotions sur change ton téléphone, un renouvellement mobile, qu'est-ce qu'on a travaillé dessus aussi, toi et moi, il y a bien longtemps. Absolument. Change ton téléphone, tu vas voir, c'est bien, et puis je t'aide à le payer moins cher. Est-ce que vous poussez pour que ces opérateurs, dans vos campagnes, dans vos travaux de lobby, etc., fassent plus de campagnes sur répare ton téléphone? En tout cas, c'est un dialogue qu'on doit avoir, parce que c'est une tendance qu'il faut avoir. Il faut allonger la durée de vie des terminaux, il faut améliorer. Et on a un événement important avec l'ARCEP, justement, avec l'ARCOM, avec la ministre du Numérique, avec des réflexions et des travaux sur comment on crée le référentiel de l'éco-conception et comment on progresse maintenant qu'on a mis en lumière. Mais tu es d'accord que ça passe par l'indicateur? Ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par des référentiels, ça passe par des éléments de décision pour le consommateur extrêmement clairs, extrêmement viables. Ça passe aussi par une offre, c'est-à-dire par une offre de service. Aujourd'hui, on ne met pas le consommateur en situation de pouvoir faire ses arbitrages. Moi, je suis très, très attaché à une certaine forme de liberté individuelle. Cette liberté individuelle, il faut les donner les moyens d'agir et de réfléchir. Parce que finalement, la transition écologique, c'est beaucoup un autre regard sur les choses. On l'a vu sur la campagne du dévendeur, sur l'acte d'achat. L'arbitrage au supermarché entre 2 produits qui ont plus ou moins d'impact. Évidemment, le prix est un élément déterminant, mais ce n'est pas vrai que les gens veulent absolument le moins cher. On a fait une étude qu'on fait depuis 23 ans sur la perception des Français et sur leur perception de la transition écologique. Et 90% des Français disent, par exemple, qu'ils sont prêts à payer plus cher pour un bien plus durable. Est-ce que votre rôle aussi n'est pas un moment
parce que vous travaillez en synergie avec les différents ministères, etc. Je pense à la French Tech, je pense à nos amis de France Digital, etc. Et nous, à l'Axel, avec ce qu'on fait. Mais de dire, OK, on travaille avec les grands groupes industriels, mais on sait que ça va être long. Il y a des freins, etc. Et encore une fois, même si Yuka a beaucoup souffert, je les cite beaucoup là ce matin, mais j'ai pas de part chez eux, a beaucoup souffert parce que des fois ils ont pu faire des bêtises aussi, et puis etc. Mais on apprend en marchant. C'est peut-être en over the top là qu'il faut quelque chose. C'est peut-être essayer de motiver des acteurs économiques nouveaux, cette jeunesse qui est très sensible à l'impact. Absolument. Moi, je vois mes enfants. Nous, on en parle, on est sensibilisés. Eux, ils sont terrorisés. Moi, j'ai des enfants de 18 et 21 ans qui me disent « Mais papa, de quoi tu me parles ? On n'aura peut-être pas de planète dans 50 ans. » Dans leur tête, ils sont persuadés que vraiment, ça va très très mal. Et je veux bien les croire. Hein. J'avoue que moi, je suis très sensibilisé, mais je ne vois pas l'apocalypse. Eux la voient. Tout à fait. Il y a ce qu'on a appelé l'éco-anxiété dans le débat public. Mais je crois que l'enjeu aujourd'hui, je pense que la prise de conscience, elle est faite. Tu disais on est sensibilisé. Je pense que la prise de conscience, elle est faite et qu'aujourd'hui, c'est l'enclenchement de l'action et l'accélération de la transition qu'il faut réussir. Je vais préciser quelque chose que peu de gens connaissent dans le débat public, alors que pourtant c'est public. On a dit qu'on avait des objectifs qu'on mesurait. On doit faire 4 à 5 points de diminution de carbone tous les ans, si on veut réussir nos objectifs. 2023, c'est la première année où on a atteint nationalement cet objectif avec 4,8% de réduction de l'empreinte carbone. Donc, ce n'est pas par hasard. On parlait beaucoup de carbone, donc revenons à nos terminaux. Dans nos terminaux, dans nos voitures maintenant, puisque c'est avant tout de l'électronique, il y a beaucoup de terres rares, etc. Je veux dire, je discutais il n'y a pas longtemps avec un ami chef d'entreprise en Australie qui m'expliquait que les Chinois viennent prendre des tonnes de montagnes et creuser. Comme l'Australie, c'est très vide en fait. Il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, ils vont là-dedans, ils creusent, ils remplissent les bateaux, et c'est même pas là-bas que le minerai est travaillé. Donc, tu crées même pas d'activité économique. Tu vas, tu creuses, tu fous dans un bateau, et en Chine, on retraite. Pourtant, la Chine est aussi un producteur de terres rares par ailleurs. Mais quand on fait tout ça, on voit déjà qu'on déplace de la terre, on fait du carbone déjà pour ça, mais on extrait des terres rares. J'imagine que ça a un impact. Les gens qui travaillent dedans, j'imagine que c'est pas génial. Est-ce que toi, dans tes indicateurs qu'on a en France sur tout ça, quand par exemple, à la fin, nos grands groupes commercialisent des terminaux, même si c'est pas eux qui les ont inventés, c'est pas eux qui les ont produits. Mon Samsung ou ton iPhone, il est produit ailleurs, en Chine. Mais quand il est commercialisé en France par une grande marque française ou en tout cas sur le territoire français, est-ce que c'est compté dans leur KPI ? Oui, absolument. Et dans l'empreinte carbone, tes fournisseurs qui te fournissent du hardware. Donc on le compte chez toi aussi ? Bien sûr. Il est compté chez eux ? Il est compté chez eux, mais il est compté chez nous en tant que les fameux Scope 1, 2, 3, c'est-à-dire l'impact que tu as au global, et évidemment dans tes achats. D'ailleurs, pour les collectivités, c'est un axe majeur. C'est-à-dire que quand tu regardes un territoire donné, c'est souvent l'achat qui est structurant. Et la façon dont mais aujourd'hui, par exemple, parler des offres tout à l'heure, que tu connais bien, tu as fait des offres télécom dans ta carrière. Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, je reçois Christelle Edelman le mois prochain pour une interview ici. Est-ce qu'aujourd'hui, ces équipes sont, j'allais dire, quelque part motivées par les indicateurs et les bilans non comptables qu'on doit maintenant publier sur les ESG, à faire que dans les offres, on mette en avant du reconditionné ? Est-ce qu'il y a un indicateur quelque part où ça va finalement est assez visible, que j'ai plus poussé du reconditionné parce que les gens... Orange, c'est une entreprise très intéressante parce qu'elle travaille beaucoup à se dire comment, dans un monde où le numérique va être de plus en plus sous les projecteurs, parce que l'impact va aller croissant, comment est-ce que je me positionne et comment est-ce que j'agis sur mes fameux Scope 1, 2, 3. Donc, je suis sûr que ton échange sera très intéressant sur Orange, c'est une entreprise qu'on connaît un peu. Et en tout cas, toutes les entreprises, tous les business models s'interrogent aujourd'hui sur... et je ne peux pas rester à l'écart de ces sujets-là. J'ai un enjeu de cours de bourse, j'ai un enjeu de notoriété, les choses vont s'accélérer à un rythme qui pourrait me dépasser, parce qu'il y a une réalité que les chefs d'entreprise ont très bien compris. C'est que ma logique de décarbonation, elle va prendre du temps, et que ce n'est pas le jour où je me réveillerai en claquant des doigts, parce que je m'apercevrai que mon concurrent a été meilleur que moi et qu'il est prêt. Ce n'est pas ce jour-là que je pourrais rapidement combler mon retard. Donc aujourd'hui, la vraie question qui se pose aux chefs d'entreprise, c'est est-ce que cette notion d'impact, qui est mieux que de décarbonation, c'est plus large, tu le disais très justement, est-ce que cette notion d'impact, j'arrive à le maîtriser, j'arrive à agir, et
même si ce n'est pas un différenciateur aujourd'hui, le sujet stratégique que j'ai, c'est comment ne pas me faire dépasser par ma concurrence le jour où ça le sera. Parce que les réveils seront difficiles. Je te prends l'exemple du modèle européen. Il y a la taxe carbone aux frontières, qui est une structure qui a été mise en place avec quel raisonnement? En fait, la taxe carbone aux frontières, c'est un peu les clauses miroirs de l'agriculture. La taxe carbone aux frontières, c'est quoi? C'est plus notre économie va se décarboner, donc on investira pour la décarbonation, plus on fera payer à l'entrée ceux qui ne l'ont pas fait. Autrement dit, il y aura des euros d'investissement dans la décarbonation et des coûts de l'inaction climatique quand on importera de fournisseurs qui ne l'ont pas fait. Et donc cette structure et ce modèle... Je n'ai pas bien suivi le modèle. C'est en place aujourd'hui? Alors, la structure est en place. Maintenant, les niveaux vont augmenter au fur et à mesure. La mécanique va se mettre en place au fur et à mesure de la décarbonation. Et donc, demain le t-shirt que n'importe qui peut acheter aujourd'hui sur Temu ou autre, ou Shine, ou je sais pas quoi, à 1 euro, il pourrait arriver à 10 euros? Eh bien, aujourd'hui, je pourrais en prendre un exemple ultra précis. Les voitures électriques. 80% de l'empreinte d'une voiture électrique, c'est la fabrication de la voiture. La fabrication de la voiture. Et avant, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier de cette année, on donnait une prime à tous ceux qui achetaient une voiture électrique. C'est-à-dire qu'on aidait les constructeurs de voitures électriques. Et puis à un moment, on s'est dit, si 80% de l'empreinte d'une voiture électrique, c'est la construction, c'est un peu absurde de donner de façon indifférenciée la prime, y compris à ceux qui font n'importe quoi dans la production. Et donc l'ADEME a travaillé, mandaté par le gouvernement, sur une méthodologie qui résiste aux règles de l'OMC, aux règles de la concurrence, etc., pour dire, attention, on va constructeur par constructeur, voiture par voiture, modèle par modèle. Sur un serveur, les constructeurs devront déposer des éléments certifiés pour en auto-certification ou avec des certifications externes? Non, avec par exemple des mix électriques du mix du pays, donc c'est plutôt bien fait. Conséquence, les voitures chinoises, je prends l'exemple des voitures chinoises, elles ne sont pas interdites en tant que voitures chinoises, mais leur empreinte carbone est très mauvaise parce que l'électricité est très carbonée, reste très carbonée, et donc il n'y en a plus aucune voiture chinoise électrique qui bénéficie du bonus. Non pas encore une fois parce qu'elles sont chinoises, mais parce que leur empreinte carbone est trop forte. À l'importation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on vend une voiture chinoise en France, électrique, plutôt quand on l'achète, on n'a pas le bonus voiture électrique, juste pour comprendre, alors qu'on l'avait jusqu'au 31 décembre dernier. Parce que c'est aussi du numérique. Alors là, une voiture électrique, pour le coup, il y a beaucoup de numérique dedans. Oui, absolument. Pour être sûr de bien comprendre et que ce n'est pas juste du protectionnisme, la Tesla est aussi produite en Chine. Hein. Enfin, il y en a qui sont produites en Chine, en tout cas. Donc, c'est quoi la différence? Elle a pas la seule Tesla, pour être très précis, qui a droit au bonus, c'est celle qui est fabriquée à Berlin. D'accord. Donc, vraiment, c'est... Et c'est pas parce qu'elle est fabriquée à Berlin, c'est parce qu'elle est fabriquée à Berlin, branchée sur de l'énergie renouvelable. C'est toute l'empreinte, c'est toute l'analyse du cycle de vie qui a été faite sur ce modèle-là, de cette marque-là, de cette typologie-là, qui est tracée, donc il y a une traçabilité. Et du coup, depuis le 1er janvier, il n'y a plus aucun bonus qui va vers une voiture qui soit dramatiquement carbonée. L'argument que tu donnes aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on met quand même pas mal de boulets aux pieds à nos ingénieurs, et je suis ingénieur de formation, à nos ingénieurs de Renault, de Peugeot, parce qu'on leur dit tout de suite, dès que vous commencez à créer votre bagnole électrique, vous devez respecter tout ça de normes. Et donc, comment te dire, je me demande si c'était pas plus facile de faire comme on fait les Chinois. Au début, je fais un peu de la merde écologique et technique, mais je crois pas. Et une fois que j'ai un parc, je l'optimise. Je ne crois pas. La preuve, les voitures électriques françaises produites en France, elles bénéficient du bonus électrique. C'est nous qui avons fait les normes. Non, mais on a fait les normes sur la logique de l'empreinte et de l'impact. Ouais. On ne l'a pas fait et nos ingénieurs... Et en performance, elles sont bonnes aussi. Mais bien sûr, elles sont bonnes aussi, évidemment. Donc non, je crois que l'exigence qu'on se met sur nous-mêmes, c'est juste une façon de trouver une issue pour notre industrie, parce que, si tu veux, la transition écologique, elle est dans une logique de croissance souveraine. Aujourd'hui, une voiture électrique, quand on regarde le modèle, on va fabriquer des voitures, on fabrique déjà des voitures électriques en France, ou en tout cas en Europe, et beaucoup en France. On va avoir des gigafactories pour fabriquer des batteries en France. On va avoir des filières de lithium, notamment en Alsace du Nord, il y a énormément de filières de lithium qui se dégagent, pour avoir une grande partie du lithium extrait en France. Tout ça, c'est d'abord de la souveraineté. Et on sait l'importance des logiques de souveraineté aujourd'hui. Donc,
Je crois qu'il faut se déprendre de l'idée que la transition écologique, ce soit un boulet au pied des entreprises. C'est évidemment un virage nécessaire, parce qu'il y a des exigences planétaires, mais il y a un sujet de vitesse. Pour moi, personnellement, ma conviction, c'est qu'il serait totalement irresponsable de considérer que c'est bon, la Chine, ils ont des centrales au charbon, on est tranquille, on verra ça en 2040. Pas du tout. C'est une puissance économique incroyable qui peut aller extrêmement vite. Et le message que j'ai aux entreprises françaises aujourd'hui, c'est travaillons tout de suite, maintenant, au court terme, aujourd'hui, dans la décarbonation, dans la diminution de l'impact, parce que de toute façon, ce problème ira croissant pour la planète, et les concurrents vont aller vite, avec des puissances de feu comme celle de la Chine, qui évidemment sont massives. Ça pose quand même plusieurs questions, parce qu'on parlait du temps tout à l'heure. Je ne sais plus si c'est le PG Stellantis ou de Renault qui l'a dit, mais quand à un moment, il y a eu des atermoiements sur la fin du thermique en Europe, il a dit, en fait, faites un choix, mais tenez-vous-y, quoi. Parce que nous, c'est des plans massifs d'investissement. Est-ce que je fais que de l'électrique ou je dois continuer à me faire des moteurs voilà. Donc, on a besoin de donner de la visibilité, quand même. Absolument. Et en même temps, est-ce qu'on n'a pas des fois des vœux pieux? Parce que, pardon, moi, quand j'entends fin du thermique complet 2030 ou 2035, j'ai un peu l'impression d'entendre un ancien président que je n'aimerais pas dire on va arrêter le nucléaire. Ça me paraît à peu près aussi débile. Pourquoi? Parce que c'est pas juste une question de produire l'électricité. On va les brancher où? C'est aller mettre des trucs, des stations de recharge électrique dans toute la France avec un réseau maillé. C'est pas simple, c'est très long quand on voit qu'aujourd'hui on a quelques rues avec trois prises qui se battent en duel. Ça met du temps, on est dans des temps longs. Il faut savoir que tout ça est réfléchi et planifié. La planification écologique, RTE par exemple, fait un travail extraordinaire sur comment la puissance électrique va suivre la transition écologique. Donc il n'y a pas... oui, mais j'avais lu justement que ce n'était pas gagné. Mais bien sûr, ce n'est pas gagné, c'est un challenge. Si tout le monde passait électrique en 2035, on ne sait pas forcément comment faire. Bien sûr. Maintenant, je vais te donner un exemple très précis. Et c'est pour ça que les erreurs de raisonnement en transition écologique, c'est toute chose étant égale par ailleurs. Ça n'existe pas. Et c'est des biais de raisonnement. Donc il faut tout changer. Je vais te donner un exemple très précis sur ce que tu viens de me dire. Si on a tous des voitures électriques, on ne pourra plus les recharger, le réseau ne tient pas. Je te donne un exemple tout simple. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Je vais te donner un exemple. Tu recharges ta voiture électrique. Tu arrives, tu la plugues le soir à la maison et elle charge toute la nuit. Il se trouve qu'on est en été, il se trouve qu'une centrale nucléaire est arrêtée, il se trouve qu'il y a un pic électrique. C'est absurde de faire tourner ta machine à laver à 21h en août au moment de ce pic-là. C'est absurde de charger ta voiture à ce moment-là. Tu pourrais très bien l'arrêter pendant l'heure et demie de pic. C'est absurde de chauffer ton ballon d'eau chaude exactement à ce moment-là. Tout ça, c'est des domaines de pilotage fin sur lesquels l'intelligence artificielle, le développement du numérique, la domotique va nous permettre d'améliorer très vite les performances qu'on a, en ayant une intelligence répartie qui va pouvoir agir au plus près de la consommation. Et la Linky va nous aider. Pour avoir beaucoup plus d'intelligence et de finesse de pilotage. Donc beaucoup de numérique à mettre au plus près du dernier kilomètre pour être capable. Parce qu'aujourd'hui, un système de grille électrique, il n'allait pas jusque-là. Absolument. Il s'est arrêté au point de livraison. Et quand on regarde ce sujet-là, pourquoi je te prends cet exemple-là? Parce qu'on ne peut pas raisonner toutes choses égales par ailleurs. On ne peut pas raisonner en disant il faut le réseau qui permettra à tout le monde de charger sa voiture en même temps, tout le temps. Non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. C'est comment on va arriver à avoir une évolution de notre réseau électrique, notre puissance de feu électrique, bien sûr, avec notamment des nouvelles centrales, avec des ENR qui se développent de façon massive, mais comment on imagine de façon prospective, et RTE fait un travail exceptionnel sur le sujet, l'évolution des réseaux, l'évolution des consommations, l'évolution des technologies qui permettront d'avoir une finesse d'utilisation, et tout ça, c'est la façon dont on doit repenser l'optimisation du quotidien et de la consommation. Et finalement, je te parlais toujours, et pour moi c'est quelque chose qui me frappe, c'est cet autre regard. Un chef d'entreprise aujourd'hui, il voit ses business models différemment. On a parlé des ventes de pesticides tout à l'heure, on pourrait parler de la façon dont un opérateur télécom considère l'inflation des gigabits et des ventes de puissance qu'on n'utilise pas, etc., etc. Mais en tout cas, repenser ses business models, optimiser pour ne pas être dans les schémas de pensée d'hier
où on disait, c'est facile, tu as tant d'utilisateurs, ils ont besoin de tant d'énergie, donc on va le faire comme ça. Travailler sur la sobriété, travailler sur la convergence en fait, et la durée des c'est se produits. dire que ça va être possible. En fait, ne restons pas dans le fait qu'aujourd'hui, c'est pas possible de savoir quand la machine de Monsieur Wasserman tourne. Demain, on pourra le savoir. Donc, comment on pourra le savoir? On pourra même la bloquer au niveau du réseau et bloquer que la machine à laver et pas la voiture parce que c'est prioritaire, etc. Donc là, par exemple, on ne sait pas encore comment, mais on saura le faire. Mais c'est ce qu'on appelle de l'effacement diffus. Techniquement, c'est très simple à faire, en fait. Enfin, là, techniquement, aujourd'hui, on est capable de le faire. Vous ne savez peut-être pas, mais il a dirigé une entreprise d'électricité. Alors évidemment, là, on rentre dans du technique. Là. Non, mais c'est très important. Tu ne sais pas faire de l'effacement individuel. C'est très important. Tu ne sais pas m'arrêter ma machine pour l'instant. Alors, en fait, maintenant, on sait, aujourd'hui, avec des startups, il y en a une que je connais très bien d'ailleurs, avec des startups, on sait avoir, par exemple, dans chacune de tes pièces, une modélisation de la thermique de ta maison, pour se dire, si je dois arrêter pendant 1h30 pendant une pointe, à quel moment je booste un peu le chauffage juste avant la pointe, parce qu'on sait une demi-heure avant quand arrive la pointe, je sais couper le chauffage à tel moment, tel moment, tel moment, je sais la thermique de mon logement que j'ai observé pendant 3 mois, donc je sais comment ça va se comporter pour baisser de 1 degré, etc. Donc je sais piloter ça. C'est de la domotique simple, c'est de l'intelligence non, mais c'est sûr data. qu'avec Linky... Donc on arrive à le faire. Avec Linky, il y a eu des débats, je ne sais pas si tu te souviens, sur la diminution de la puissance, l'adaptation. Donc ce pilotage fin, l'optimisation, elle va concerner notre vie de tous les jours. On a explosé les compteurs en termes de temps, mais j'ai encore une question très importante. On parle beaucoup, y compris BPI France intervient souvent chez nous, etc., donc de la réindustrialisation de la France. On a parlé en mots au couvert tout à l'heure de la fin du nucléaire, et puis finalement le retour du nucléaire. Et là, on est en train de parler quand même de beaucoup de technologies, dans tout ce que tu dis. On parle de data scientist, bien sûr, pour la partie KPI, mais on parle de technologie pour pouvoir... On a parlé aussi beaucoup de sobriété, qui est oui, mais pour faire tout ça, la sobriété, il faut de la éco-conception, il y a conception. Bien sûr. Il faut des ingénieurs. Bien sûr. Il faut des ingénieurs très technologiques. On n'est pas en train de parler juste de faire des trucs. Là, on parle de vraiment des choses en bas, quoi, dans la soute, dans la conception. Or, il y a un désamour quand même. On était une France d'ingénieurs. Moi, j'ai été formé en tant qu'ingénieur, tu le sais, dans les années 90, à une époque où les écoles d'ingénieurs étaient... c'était encore le Graal, c'était des choses importantes. Et puis, on est maintenant dans une économie du service qu'on nous a beaucoup poussé. Allez, on nous expliquait que c'était la fin de l'industrie, que c'est l'économie du service. On a perdu, on l'a vu, EPR vient enfin de rentrer en circulation après tellement de tergiversations, mais dont beaucoup viennent, d'après ce qu'on entend, de manque de compétences. De compétences. Ce qu'on a aujourd'hui sur notre territoire, les compétences, les filières, on les a. Mais est-ce qu'on a les compétences en nombre suffisant ou est-ce que c'est un peu comme les médecins, on a mis tellement de numerus clausus et de barrières qu'on est un peu short là, par rapport à tous nos besoins? Non, on a un enjeu, tu as tout à fait raison, il y a un enjeu de compétences pour la transition écologique, pour l'ingénierie de la transition écologique qui est majeur. Parce que la transition écologique, c'est complexe. Parce que l'optimisation des systèmes, c'est complexe. Tu dis qu'il faut tout repenser. Parce que repenser un business model, c'est complexe, c'est une remise en cause. Donc on a ces logiques de la façon, de l'autre regard qu'on doit penser sur nos modes de consommation, sur nos modes de production, sur nos business models, j'en parlais. Donc on a cet autre regard. En revanche, il faut qu'on se fasse confiance. C'est-à-dire qu'on a tous les outils, toutes les capacités en France et en Europe plus généralement pour réussir ça. Alors, évidemment, ce n'est pas à compétence constante. C'est-à-dire qu'on a besoin d'investir dans les compétences de nos ingénieurs, dans les compétences de transition écologique. D'ailleurs, notre jeunesse, en règle générale, il faut faire attention quand on dit notre jeunesse. C'est bon. En tout cas, déjà, une certaine jeunesse a été vraiment à l'avant-garde pour éveiller les consciences et à une sensibilité, tu le disais, même plus parfois une anxiété, mais en tout cas un engagement sur la transition écologique massif. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont vers l'ingénierie. Mon problème aujourd'hui, moi, c'est de voir la décroissance des personnes. Tu as vu, les classes ne sont pas remplies quand même. Ouais, enfin, voilà. T'es moins négatif que moi, d'accord. Oui, je suis moins négatif que toi. Je pense qu'on a quand même une excellence sur la partie ingénieur, formation des ingénieurs en France. Ah oui, ils sont là. On n'a pas assez en volume, tu as tout à fait raison. Du volume. C'est un enjeu majeur sur lequel je pense que tout le monde en est conscient. Tu parlais, pardon, je te coupe parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais tu parlais de planification. Tu dis les choses sont planifiées. Est-ce que dans ton rôle, et dans le rôle de ceux qui planifient, ça va jusqu'à une planification de l'éducation, de se dire, parce que là, j'ai l'impression qu'à un moment, on a arrêté de faire rêver les jeunes étudiants sur être ingénieur dans le nucléaire. Résultat, on n'a plus les gens pour faire ce qu'on a besoin de faire. Ouais. Alors, ce n'est pas mon rôle, mais effectivement,
dans les filières. J'avais hier une réunion sur emploi et compétences de la transition écologique. D'accord. Donc il y a beaucoup de réflexions sur le sujet. Nous, on a construit des différents scénarios. On a construit des différents scénarios sur lesquels on met des chiffres sur les évolutions nécessaires et les évolutions en termes d'emploi et en termes de compétences. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au sujet et qui le prennent à bras-le-corps. Il y a beaucoup d'initiatives privées aussi, notamment Jean-Michel Blanquer qui a lancé avec Veolia, avec EDF, avec des acteurs économiques, des écoles et des logiques de développement des compétences, avec non pas une école de plus, mais essayer de regarder territoire par territoire quels sont les besoins pour la transition écologique. Non, parce que j'ai dit, comment on a des filières de formation. Ma question, c'est comment on motive les gens à y aller. Est-ce qu'on n'a pas trop fermé un moment l'avenir vers ces métiers-là, comme on l'a fait avec le nucléaire, encore une fois. Alors, pas sur la transition écologique, parce que, enfin, je sais pas. J'ai aussi des... Pardon. Pour moi, la transition écologique marche très bien en termes de com sur le sujet. Les jeunes, ils ont envie. C'est ça. Mais est-ce qu'on a suffisamment expliqué que pour faire de la transition écologique, il faut faire des métiers de base, aller construire le bon béton qui va bien tenir pour l'écologie, faire l'électricité correctement. Enfin, c'est des ingénieurs électriciens, ingénieurs mécaniques. Très bon exemple. Il y a beaucoup d'innovations sur le BTP, mais le BTP, c'est un domaine où on ne va pas assez vite dans la recherche et dans la mise en œuvre des solutions qui existent. D'accord. Pour plein de raisons. On a des solutions. On a des solutions. Et si tu veux, à peu près les 3/4 des solutions de la transition écologique sont là. On a le verre qui fait ce qu'il faut quand il est posé correctement. On a évidemment, on a le bon béton. On a le ciment bas carbone. On a une richesse d'innovation extraordinaire. Mais on ne sait pas forcément le déployer. Mais il y a un sujet d'accélération. C'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'on est en train de le faire et qu'il faut aller plus vite. Et qu'il faut aller plus vite, plus massivement. Et c'est ça l'enjeu. La décarbonation de l'industrie, c'est exactement ça. On sait changer un four à gaz par un four électrique. Encore faut-il que les conditions, à la fois techniques, mais à la fois économiques, financières, que les business models y arrivent, que la décarbonation soit un avantage concurrentiel sur le marché. Parce qu'évidemment, quand tu investis 1 milliard d'euros et que tu te dis, bah oui, mais aujourd'hui, le marché, il ne va pas m'acheter plus cher parce que je suis décarboné, mais peut-être que demain, il me fermera la porte si je suis encore carboné. Donc tout ça, c'est des décisions difficiles à prendre pour des entreprises. Des fois, elles le reculent un petit peu, quoi. Tout ça est en marche, tout ça est en train de se mettre en place. Nous, notre rôle à l'ADEME, c'est d'être l'accélérateur de cette transition écologique. Mais je crois que c'est pour ça que je disais un message d'action, parce que c'est notre quotidien, de mobilisation, parce que tout le monde est concerné, et d'espoir, parce que c'est à portée de main. Bien sûr, le chemin est difficile, mais c'est maintenant qu'on se remonte les manches et qu'on arrive à faire les pas décisifs vers la transition écologique. Très beau mot de conclusion. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup à toi, Laurent. On est deux bavards. On Absolument. a explosé les compteurs. Ça se verra peut-être pas au montage, parce qu'on va couper un peu, mais merci beaucoup. On n'a pas parlé que de numérique, mais en fait, finalement, on a parlé beaucoup de numérique, puisque pour faire tout ce que tu as évoqué, il faut être capable de mesurer partout, à tous les étages de l'industrie, de la production, de la consommation. Avec durabilité. Avec tous ces éléments, oui, mais mesurer tout ça, faire que le numérique mesurer tout ça, oui, mais mesurer tout ça, il y a besoin de numérique. Il faut des capteurs partout, à tous les niveaux, à tous les étages. Si je veux être capable de dire, d'effacer ma machine à laver, de savoir combien on a consommé avec mon smartphone, ma tablette, etc., tout ça, à un moment, il y a du numérique quelque part dans la chaîne, évidemment avec sobriété, avec éco-conception. Exactement. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à toi, Laurent. À très bientôt. Au revoir et à très vite pour un nouvel épisode.